Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse du ministère des Armées. Donc, nous commencerons par un point sur les actualités du ministère des Armées et nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine au soutien de la performance et de la résilience des entreprises de défense. Et dans ce cadre, nous accueillons l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse, directeur de la direction de l'industrie de défense. Il présentera les actions menées pour garantir le développement, la souveraineté et la résilience de la base industrielle et technologique de défense française. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Avant de débuter les actualités, je tiens à rendre hommage à Valérie André, disparue mardi à l'âge de 102 ans. Résistante, parachutiste et médecin militaire, elle fut une figure emblématique de l'armée de l'air et du service de santé des armées. Elle a également été pionnière dans de nombreux domaines. Première femme pilote d'hélicoptère française, première femme à accéder au grade de général et première femme élevée à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Un hommage national lui sera rendu aux Invalides dans les prochains jours. À l'occasion de la visite du ministre de la Défense allemand Boris Pistorius, le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'entretiendra avec celui-ci aux Invalides ce jeudi. Cette rencontre sera également l'occasion pour le ministre des Armées de remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Boris Pistorius. Cette distinction souligne l'engagement du ministre de la Défense allemand dans les relations entre les deux pays en matière de défense. Lors de ses vœux aux armées, le président de la République a évoqué la nécessité de renforcer l'innovation technologique et les capacités cyber sur le site hautement symbolique de Cesson-Sévigné. Et c'est non loin de là, dans le quartier Stéphan à Saint-Jacques-de-la-Lande, qu'une cérémonie de prise de commandement du régiment de cyberdéfense aura lieu le 29 janvier. Ce nouveau régiment de l'armée de terre, créé le 1er janvier 2025, est subordonné à la brigade d'appui numérique et de cyber. Et cette création concrétise la dynamique de transformation vers une armée de terre de combat dans les domaines numériques, du numérique et du cyber. L'objectif est pour l'armée de terre d'ériger une capacité cyber-terre. Une cérémonie avec remise de drapeau aura lieu avant l'été en présence d'autorités. Le président de la République a également appelé lors de ses vœux à renforcer la défense française et européenne. Et c'est précisément la mission de la Direction générale de l'armement qui a livré le 19 décembre le premier véhicule blindé MEPAC conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. Issu du programme militaire Scorpion qui vise à renouveler et à moderniser les capacités de combat de l'armée de terre, le MEPAC est un mortier embarqué pour l'appui au combat. Une livraison de 10 autres véhicules est prévue en 2025 et au total, 54 MEPAC seront livrés à l'armée de terre d'ici fin 2028. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DGA. Je poursuis les actualités avec la préparation opérationnelle des forces. Du 4 au 6 février, sur le camp de Canjuers, la 4e compagnie du régiment de marche du Tchad participera à un entraînement au tir opérationnel de combat. Il s'agit d'une nouvelle méthode de préparation développée par l'armée de terre pour améliorer le réalisme des exercices de tir réel. L'entraînement intègre des facteurs tels que l'imprévisibilité et s'adapte en permanence à l'évolution des conflits et des systèmes d'armes. Il combine manœuvres tactiques et tir à balles réelles, tout en mettant l'accent sur la maîtrise du tir en équipage. L'objectif est de maximiser les efforts des feux combinés issus de systèmes d'armes variés, tels que des engins blindés, les drones ou encore les armes individuelles. Cet entraînement à la fois individuel et collectif vise à développer une efficacité optimale sur le terrain en garantissant une parfaite coordination entre les soldats et les moyens. Ce nouveau concept est ici testé pour la première fois lors d'une manœuvre rassemblant plusieurs centaines de soldats. Toujours en lien avec l'armée de terre, nous vous donnons rendez-vous à Angoulême à l'occasion du Festival international de la bande dessinée. À l'occasion du festival qui se déroulera du 30 janvier au 2 février, le 1er régiment d'infanterie de marine organise en effet une exposition consacrée à la libération en BD.
Cet événement est organisé en collaboration avec la mission Cinéma et Industrie créative de la DICODE. Et au programme, pas moins de 39 séances de dédicaces de dessinateurs et scénaristes. Et vous pourrez notamment y retrouver plusieurs BD remarquées au Galon de la BD, un prix du ministère des Armées qui récompense les créations récentes et originales traitant du fait militaire, des conflits armés, de leurs conséquences et des enjeux de défense. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous retourner vers le centre média. Du 27 au 31 janvier 2024, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan accueillera 2 événements internationaux organisés par le groupe aérien européen, l'Air Warfare Symposium et le Synthetic Training Symposium. Ces rencontres rassembleront une trentaine de participants des pays membres du groupe aérien européen ainsi que d'autres membres d'autres pays qui sont partenaires. Le groupe aérien européen est un organisme multinational rassemblant les armées de l'air. Il a pour mission d'améliorer les capacités communes par l'interopérabilité entre les forces aériennes de ses pays membres et des pays partenaires. Ces symposiums seront l'occasion d'échanger, d'apprendre et de préparer l'avenir de la coopération aérienne en Europe et au-delà. Enfin, en tant que pays hôte, la France présentera ses capacités en matière de préparation opérationnelle à travers la visite d'un escadron de chasse ou encore du centre d'expertise aérienne militaire de la BA 118 qui travaille sur l'entraînement collaboratif des forces aériennes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CERPA Air et Espace. Du côté de la Marine nationale, dans le cadre de la formation initiale des officiers mariniers, un embarquement de 5 jours à bord du PHA Tonnerre est prévu du 25 janvier au 1er février pour 145 élèves de l'école de Mestras. Cet embarquement est organisé à mi-parcours de leur formation. Il a pour objectif d'offrir aux élèves de cette école, qui forment les officiers mariniers depuis plus d'un siècle, une immersion complète au sein d'un bâtiment de la Marine nationale. Ils découvriront ainsi le quotidien de la vie embarquée, intégreront les différents services du bord et participeront aux activités opérationnelles, notamment en prenant part au CAR. Cette expérience représente une étape cruciale de leur parcours. Elle vise à renforcer leur acculturation, à approfondir leur connaissance des spécificités de la vie en équipage et à consolider les enseignements théoriques reçus au cours de leur formation. Nous leur souhaitons bon vent et bonne mer. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CERPA Marine. Je continue avec l'inauguration à Toulon de la crèche Civadon, le 28 janvier. Construite sur un terrain militaire, cette crèche a la particularité d'être une construction innovante et respectueuse de l'environnement. En effet, elle a été réalisée en panneaux modulaires, une technique de construction qui permet de réduire efficacement les coûts, les délais et l'empreinte carbone écologique. Cette structure est l'aboutissement d'une collaboration entre le ministère des Armées et l'association TEGO. L'exploitation sera assurée par l'IGESA, l'institution de gestion sociale des armées. L'ouverture de cet établissement est la traduction concrète du plan famille voulu par le ministre des Armées et ce plan vise à mieux accompagner et à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Je conclus ces actualités en vous annonçant que le nouvel épisode de DevCast sortira la semaine prochaine. Il sera consacré à la lutte informatique d'influence. À travers ce podcast, vous découvrirez le portrait de Carole, psychologue au Centre interarmé des actions sur l'environnement. Sa mission consiste à transmettre des techniques psychologiques aux cybercombattants. En parallèle, ses fonctions l'amènent également à s'intéresser à la manipulation de l'information d'un point de vue cognitif. Un podcast donc inédit à ne pas manquer, qui sera disponible dès mardi sur le site internet et les réseaux sociaux. Avant de passer au focus thématique, avez-vous éventuellement des questions sur les actualités du ministère ? Oui, bonjour. Il y a combien de places dans la crèche? Est-ce que c'est la première ou il y en a combien en tout? Alors, combien de places dans la crèche ? Est-ce qu'on a ces éléments ? 30 places. 30 berceaux, et ce n'est pas la première. Il y en a eu d'autres avant. On vous donnera les éléments plus précis. Avez-vous d'autres questions éventuellement ? Parfait. Donc je passe au
focus thématique consacré cette semaine au soutien apporté par le ministère des Armées aux entreprises de la BITD afin d'accompagner leur performance et leur résilience. Le retour de la guerre sur le territoire européen marque un bouleversement majeur. Le président de la République a initié en juin 2022 l'entrée dans l'économie de guerre pour garantir à la France de disposer d'un potentiel militaire robuste, résilient et capable de soutenir un effort prolongé. Il l'a également rappelé lors de ses vœux aux armées lundi dernier. La logique industrielle est inséparable de la véritable souveraineté. La loi de programmation militaire 2024-2030 donne les moyens de ses ambitions. Et depuis bientôt 3 ans, le ministère des Armées a engagé une transformation en profondeur visant à renforcer l'outil industriel de défense. Cette transformation ambitieuse repose sur l'adaptation des moyens de conception, d'innovation, de développement, de production et de maintenance de ces équipements militaires. Ceci afin de répondre aux défis stratégiques d'aujourd'hui et de demain. Cette nouvelle dynamique s'est accompagnée de la création en 2024 de la direction de l'industrie de défense. Cette nouvelle entité est un outil clé pour piloter l'économie de guerre et elle agit également pour soutenir et développer la base industrielle et technologique de défense française. Et pour rappel, la BITD en France, c'est 9 grands groupes industriels d'envergure européenne et mondiale, 4500 PME, ETI, start-up, dont 1000 sont identifiés comme stratégiques, 220 000 emplois directs ou indirects. Et en effet, l'industrie de défense est un moteur d'activité dans les territoires. Je cède maintenant la parole à l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse afin qu'il nous présente les actions menées par la DID pour garantir le développement, la souveraineté et la résilience de la BITD française. Merci Madame la déléguée. Bonjour à toutes et tous. Je suis l'ingénieur général de l'armement Alexandre Laousse, directeur de l'industrie de défense de la DGA. Comme ça a été indiqué par Madame la déléguée, c'est une jeune direction administrativement puisqu'elle a été créée en mars 2024, bien qu'on l'ait préfigurée depuis 1 an auparavant. Cette direction, elle incarne l'axe de travail sur l'industrie, comme ça a été dit, axe que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de toucher plusieurs fois du doigt. Dans mon poste précédent de directeur de cabinet du DGA Joël Barre, ou encore quand j'ai piloté le site industriel des ateliers industriels de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu, en gros une usine de maintenance d'avions et d'hélicoptères de 1000 personnes, ce qui me permet de connaître les rouages, fonctionnement d'une usine, en tout cas quand j'en discute avec les industriels. Alors, comme ça a été évoqué, le contexte actuel est marqué par 2 parties. L'économie de guerre, qui a été très bien décrite par Madame la déléguée, donc je n'y reviendrai pas, où le président de la République ainsi que le ministre nous poussent à dire qu'il faut poursuivre les efforts entamés, mais même aller encore un peu plus loin, que je vais coupler avec un contexte économique, parce que quand on parle de soutien aux entreprises de défense, on est obligé de mêler les deux, avec plusieurs inflations, le coût de l'énergie, le coût des matières, les salaires qui augmentent, ça, ce sont des charges qui augmentent sur les entreprises, et puis la fin de la période de prolongation des prêts garantis par l'État, qui avait été octroyée pendant la période du Covid, qui font que on va arriver dans une période potentiellement de fragilité économique. Et donc, on doit d'un côté poursuivre l'augmentation de nos capacités industrielles, s'assurer qu'elles soient solides, avec un facteur global qui peut être potentiellement un facteur de fragilisation. C'est pour ça qu'on a une mission à la DGA qui est portée par ma direction, de soutenir les entreprises de cette base industrielle de défense pour s'assurer qu'elles sont en capacité de répondre aux besoins des armées à court terme, mais aussi, je dirais, à moyen terme. Donc, cette base industrielle de défense, si on peut passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Bon, il doit y avoir des animations qu'on peut passer, je pense. Ma direction n'est pas la direction qui passe les contrats aux industriels. C'est la direction qui va travailler en mode partenarial. Donc, on est au contact des industries au quotidien. Suivant 4 axes, le but, c'est d'avoir des entreprises qui soient pérennes, de qualité, performantes et résilientes. C'est un petit peu les 4 axes que je vais vous brosser pour décrire comment on soutient nos entreprises.
Alors la pérennité, ça commence par connaître les entreprises. Donc nous, on est au contact, mes équipes sont au contact direct, à la fois en centrale, mais aussi dans les régions. On a développé un réseau d'attachés industrie de défense en région. Toutes les régions sont couvertes. Ce réseau est déployé entièrement. Il avait été annoncé. Donc chaque président de région a aujourd'hui un personnel de la DGA et de la direction de l'industrie de défense qui est à sa proximité. Et puis aussi des visites que j'appelle terrain. Madame la déléguée l'a dit, la BITD, c'est 4500 entreprises. On en visite 1000 par an. Et quand je dis visite, c'est pas on les reçoit à Ballard avec du PowerPoint. Mes équipes sont dans l'usine. On regarde le bilan, on regarde comment ça se passe. Donc c'est ça que j'appelle une connaissance concrète et de terrain. C'est aussi, je dirais, un travail pour la pérennité. Le premier travail, vous avez entendu ça à de nombreuses reprises, de visibilité. Au-delà de la LPM qui donne la visibilité financière sur la durée, on s'est lancé l'année dernière dans un travail de note d'orientation industrielle. La DGA publie, donc ça c'est une nouveauté de 2024, sur un certain nombre de filières, une stratégie industrielle. On a sorti celle sur les drones aériens de contact, devrait sortir prochainement celle sur la filière de l'impression 3D, comment on compte l'utiliser dans les armées et comment la DGA va s'emparer du sujet, qui sont une façon de donner une visibilité plus thématique et plus ciblée sur des sujets aux entreprises qui leur permettent aussi d'orienter leur propre action et d'avoir une vision de où est-ce que le ministère des Armées veut aller dans les sujets qui peuvent correspondre à leurs activités. Donc ça, c'est pour 2025, on prévoit d'en sortir une petite dizaine sur des thématiques variées, dont les drones navals et bien d'autres sujets. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler au cours de l'année. La qualité, qui est le deuxième sujet et qui fait le lien avec le troisième que j'évoquerai ensuite, la performance. J'ai au sein de la direction de l'industrie de défense le service de la performance de la qualité industrielle. Ce sont les gens qui sont au sein des usines pour, en mission première, vérifier la conformité des produits qui sortent des chaînes de production par rapport à ce qu'on a acheté. Mais en même temps, ce sont mes yeux sur le terrain. Deuxième façon d'avoir une vision concrète de la réalité de nos entreprises et de l'industrie. Et donc, ils vont nous remonter des constats, des problèmes de qualité récurrents, oui, non. Et je tenais à pointer un phénomène particulier parce que la qualité est vue souvent comme une contrainte. J'en reparlerai juste après. J'ai plusieurs récemment industriels qui plébiscitent en fait d'avoir cette activité pour une raison simple. Vous avez un effet ciseau qui a été marqué en 2024. Pas mal de départs d'anciens qui portaient un peu l'expérience de nos industriels, couplé à un besoin de croissance qui a augmenté l'embauche de collaborateurs dans les entreprises qui sont plus jeunes, qui n'ont pas d'historique sur nos produits, ce qui fait que mécaniquement, vous avez une proportion de gens expérimentés dans nos industries qui est en train de diminuer. Ce qui nécessite un contrôle qualité des produits qui sortent à renforcer pour s'assurer que, dans une équipe peut-être avec une expérience qui est toujours présente, je vous rassure, mais qui est en train de réduire, la capacité à avoir toujours des produits au meilleur niveau. Pour autant, les industriels plébiscitent qui est cette qualité, mais ils en veulent moins, au sens, vous l'avez entendu, simplification, pour aller plus vite, comment est-ce qu'on réduit les contraintes qu'on met sur les entreprises. Ce travail, il a été mené en 2024. On a pris 2 contrats par grand maître d'œuvre industriel, donc une dizaine de contrats environ pour faire une expérimentation. On a travaillé avec eux pour se dire, finalement, dans tous les contrôles qu'on fait en sortie de chaîne, lesquels sont vraiment indispensables. On a basé ce travail sur ce qu'on appelle l'approche par les risques. Donc mes équipes ont une expérience sur la durée. On s'aperçoit qu'on reportait un petit peu des plans d'inspection qui étaient historiques, je dirais. Et là, on a changé d'approche. Là où, quand on regarde, on ne découvre jamais rien, on se dit il y a peut-être moyen d'échantillonner, voire de ne plus regarder. Par contre, les endroits où, à chaque fois qu'on regarde, on trouve un problème de production, un dysfonctionnement, un problème dans le processus, il n'est évidemment pas question de relâcher la vigilance, surtout avec le facteur que je vous expliquais, voire on va la renforcer. Donc on va faire de la qualité qui va être ajustée aux justes besoins. À titre d'exemple, pour vous donner quelques chiffres, sur les 10 contrats qui ont été expérimentés, c'est des réductions entre 300 et 1600 heures de travail par an pour nos industriels qui ont pu être grappillés. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et en termes de cycle, c'est des gains calendaires sur des cycles de production, entre quelques jours sur certains contrats de ce qu'on a trouvé, jusqu'à plusieurs semaines, qui vont pouvoir être, on va dire, enlevés et donc réduits du cycle de production pour contribuer à les raccourcir.
Les industriels qu'on a trouvés particulièrement collaboratifs, il y a Ariane Group et Airbus Hélicoptère sur la réparation des pales, par exemple, qui ont été très collaboratifs sur le sujet, qui ont permis, par une belle transparence, d'engranger des gains plus importants, et on est en train d'étendre la méthode. Comme la méthode offre des gains substantiels, et c'est aussi notre intérêt que les cycles se raccourcissent, on a validé la démarche et on va l'étendre sur un plus grand nombre de contrats dès 2025. Sur la performance, je ferai le lien. Le premier niveau de la performance industrielle, c'est celui d'avant, c'est faire bien, donc c'était la qualité. Mais on voudrait aussi qu'il fasse au meilleur niveau, comprendre plus vite, plus de capacité de production, bon du premier coup, donc pas avec des reprises qui allongent les délais. Et donc, on s'est doté d'une capacité de diagnostic performance industrielle sur la base d'embauche de profils particuliers. J'ai dans mes équipes des gens qui ont soit une expérience dans l'industrie, soit qui ont fait des formations dans ce qu'on appelle le lean management pour s'assurer des bons processus de production dans l'industrie, qu'on projette dans les entreprises. On a fait 9 diagnostics de ce type l'année dernière. C'était la première année. On peut citer, donc sur ces 9, j'en citerai quelques-uns. On est allé chez Pyro Alliance, qui est une petite structure à qui on a fait des recommandations pour, on va dire, optimiser le fonctionnement de son atelier, qu'ils ont bien accueilli, qu'ils vont mettre en œuvre. Et j'ai vu le patron, il est convaincu que ça va l'aider à progresser. Mais aussi des structures plus grosses comme Eurinco ou Naval Group à Cherbourg sur les sous-marins, où là, le but pour nous n'était pas de faire un énième plan qualité. Vous imaginez bien qu'un industriel comme Naval Group a déjà ses propres actions, mais c'était d'apporter des recommandations supplémentaires pour s'assurer que quand le sous-marin nucléaire de 3e génération entrera en production, il sera dans des conditions optimales et meilleure que celle qu'on pu être sur le Barracuda. On veut encore s'améliorer. Il faut qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. C'est ça la première façon de garantir la performance et les délais. Alors, des diagnostics, c'est bien, mais il faut des outils, parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'il faut faire des choses, comment on l'améliore? Pour les PME, on a mis en place ce qu'on appelle un accélérateur défense. Toutes les PME n'ont pas un bureau des méthodes ou des ingénieurs dédiés qui peuvent les aider à retravailler le fonctionnement de leur atelier. Donc, on a mis une structure qui est subventionnée, à peu près 50%, qui leur apporte des conseils personnalisés, alors collectifs et personnalisés. On a lancé ça en mars dernier avec BPI France, donc la Banque publique d'investissement qui est notre partenaire, où on a une promotion de 30 entreprises dont on a pris certains qui sont, si vous vous souvenez bien, étaient dans la liste des goulets d'étranglement, c'est-à-dire les sous-traitants qui avaient des difficultés pour accélérer. Donc on les a mis dans cette promotion-là. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Les résultats sont probants, donc on va renouveler l'expérience en 2025 avec une nouvelle promotion qu'on va lancer 25 ou début 26. On verra ce qu'on sera capable de faire. Et puis surtout, la démarche a fait des petits dans notre relation avec les régions, au travers nos attachés en région. On a fait, dans le dialogue avec les régions, les présidents de région étaient intéressés par cette démarche pour créer des accélérateurs régionaux au niveau des bassins d'emploi. Et on est en train de regarder comment coordonner notre accélérateur national avec les accélérateurs régionaux pour avoir un maximum d'impact et pouvoir faire bénéficier un maximum d'entreprises de ce dispositif. À titre d'exemple, les accélérateurs existants, vous en avez en région Bretagne. On a inauguré conjointement un accélérateur qui s'appelle Ecodef dans les Pays de la Loire, ça c'était en 24. Et puis on est partenaire du réseau entreprises de défense en Île-de-France qui poursuit le même objectif. On pense qu'on va en créer un en 25 ou 26 avec la région Grand Est et puis en région Occitanie également. Donc on se donne les moyens d'avoir des outils. Comme je disais, on n'est pas juste dans le diagnostic. Une fois qu'on a diagnostiqué, il faut apporter des solutions. Dernier point, la résilience. On veut apporter de la résilience sur nos entreprises de deux manières. Le financement de la BITD, j'y reviendrai plus tard, donc je ne vais pas le développer là. Mais aussi en résilience économique, on intervient sur la protection des savoir-faire dans nos entreprises. Le contrôle des investissements étrangers en France est piloté par Bercy. À peu près la moitié des dossiers dans les chiffres qui sont publiés concernent les entreprises de défense. C'est la DGA qui prend la main à ce moment-là, et en particulier mes équipes, pour mener les négociations avec l'investisseur étranger et garantir la protection de nos intérêts. Juste un chiffre, en 2024, c'est 142 dossiers, donc c'est quand même en gros un dossier, retenez ça, un dossier tous les 3 jours.
Donc il y a quand même une volonté d'acquisition d'une entreprise qui peut nous concerner, qui tombe tous les 3 jours en continu. Et puis sur ces 140 dossiers, c'est 57 qui ont donné lieu à une lettre de condition, ce qui montre qu'on n'est pas un frein à l'investissement étranger. On ne met pas des conditions pour le plaisir, on n'en met que sur lesquelles nécessitant absolument. C'est aussi la protection des brevets. On a revu plus de 15 000 brevets l'année dernière pour s'assurer que nos intérêts ne sont pas, remis en cause. Et en même temps, on promeut le dépôt de brevets, donc on crée aussi de la charge auprès des PME notamment. Alors, pour faire toutes ces actions, on a mis en place un plan, le plan PEPS, donc l'acronyme est simple, plan pour les ETI, PME, Start-up, ça fait PEPS, on n'a pas fait quelque chose de compliqué. Ce plan, il est ministériel, il est une version renforcée du plan précédent qui s'appelait Action PME. Il a été publié en juillet 2024. Il concerne les 26 000 entreprises fournisseurs du ministère des Armées. Donc on couvre avec ça 26 000 entreprises, dont les 4 500 qui travaillent au profit des programmes d'armement, que ce soit du développement, la production, la maintenance et bien évidemment la conception et l'innovation. C'est un périmètre ministériel, ça veut dire que ce n'est pas un plan de la DGA, ça couvre aussi les actions menées par les armées, par le secrétariat général pour l'administration, ça couvre toutes ces actions-là. Dans ce plan, vous le voyez, un certain nombre d'axes qu'on pourra développer s'il y a des questions, mais qui reprennent peu ou prou le fait d'avoir un dialogue de proximité. C'est pour ça qu'on s'est déployé dans les bassins d'emploi. La résilience, le lien armée-nation, c'est tout le contact qui est fait dans les visites au niveau des entreprises. Favoriser tout ce qui est le financement, on suit nos délais de paiement, on paye nos entreprises, les entreprises qui sont à paiement direct, c'est un petit peu moins de 7 milliards vers des PME qui sont financées directement par le ministère. On paye dans un délai moyen de 14 jours, ce qui est en dessous du délai réglementaire. Et puis, on est un tiers de confiance. On met en place une hotline qui permet aux PME de nous appeler directement, quel que soit le problème qu'elles ont avec le MINARM. Charge à nous de trouver le bon interlocuteur. Ce n'est pas un patron de PME de connaître la complexité de l'organisation de l'État et du MINARM en particulier. C'est notre boulot, c'est nous qui le faisons. À titre d'exemple, on a reçu 350 appels l'année dernière, donc c'est, on va dire, un petit peu plus de 1 par jour. Et on traite en moins de 2 jours la demande. Alors on traite, ça ne veut pas dire qu'elle est solutionnée, ça veut dire que le sujet est pris en main. Évidemment, il y a des sujets simples, il y a des sujets compliqués. On a pas mal d'outils comme le label utilisé par les armées françaises en soutien à l'export qui permet aux entreprises, quand elles vont voir un client potentiel étranger, de se prévaloir du fait que leur matériel ou le composant ou l'équipement qu'elles produisent est à bord d'un équipement utilisé par nos armées. Ça a une grosse valeur, à l'export. Enfin, sur ce point, je citerai le fait qu'on met en place des tours dans les régions. On en a fait 5 l'année dernière. Ça a permis de toucher plus de 700 entreprises qui étaient présentes. Et puis, on les met en relation avec des donneurs d'ordre, donc qu'elles soient de la BITD ou pas, pour essayer de créer du business entre ces entreprises PME et les donneurs d'ordre. Planche suivante, s'il vous plaît. Pour 2025, on a 3 gros enjeux particuliers, en plus de toute la partie sur lesquelles on avait déjà pu communiquer, qui était augmenter les productions, passer des commandes, simplifier, que j'ai déjà évoqué, qui sont le financement privé de la BITD, les ressources humaines et le niveau de cybersécurité de nos entreprises. 3 sujets qui sont majeurs pour la résilience et la performance. Sur le financement, je ne reviendrai pas, sauf question, sur le fait qu'on a des fonds d'intervention comme Definvest ou le fonds Innovation Défense qui nous permettent d'investir capitalistiquement dans les entreprises. On a des outils pour faire des prêts garantis, on a ce genre de choses, mais plutôt sur la feuille d'action qui est en route. J'avais eu l'occasion d'indiquer qu'on a mis en place des référents défense au sein des établissements bancaires. Ça, c'est fait. On a une médiatrice des banques au sein de la DID qui permet de traiter les dossiers des PME lorsqu'elles pensent que leur dossier de financement aurait été exclu pour des raisons de contribution à une activité défense, donc qui serait une espèce d'exclusion à l'activité. Donc on intervient dans ce cas-là pour résoudre ce point-là. On est en train de faire une revue de toutes les politiques d'investissement des banques pour s'assurer que, vous savez, il y a toujours un paragraphe qui s'appelle exclusion. On investit sauf dans ces secteurs-là. On s'assure qu'il n'y a pas de terme ambigu d'exclusion de la défense,
qui est une mission régalienne et plus qu'honorable, bien évidemment. Et on s'assure qu'il n'y ait pas l'utilisation de termes ambigus comme armes controversées. Le ministre a eu l'occasion d'évoquer ce point-là dans son discours aux Invalides. Armes controversées n'a pas de définition légale. On est en train de travailler pour que le bon vocable juridique soit utilisé, qui est arme interdite. Il y a ce qui est interdit, tout le reste est utilisable et est autorisé. Plusieurs banques ont déjà accepté de remettre à jour leur politique d'investissement pour corriger. Donc on est en train de faire ça pour contribuer à éviter qu'il y ait des exclusions sur la base de ce genre de texte interne. On ne s'arrête pas aux banques, on va aux assurances, parce que si vous avez un prêt mais pas l'assureur pour le garantir, vous êtes une PME, vous n'avez toujours pas de solution de financement. Et puis, rien ne nous fait peur, on ira voir aussi les mutuelles, parce qu'elles sont parfois actionnaires des deux premiers, soit des banques, soit des assurances. On travaille avec la Banque européenne d'investissement aussi, on a de belles avancées dans le domaine, mais je pense qu'elles seront évoquées lors d'un événement qu'on est en train de préparer avec Bercy, qui devrait avoir lieu normalement en mars au niveau des deux ministres. Je ne vais pas donc détailler les événements qui seront annoncés à ce moment-là et qui associera donc le ministre Lombard et le ministre Lecornu sur le financement de la BITD. On travaille aussi à Bruxelles sur les futurs règlements ESG. Et puis, un sujet important, on travaille dans le cadre du plan PEPS que je vous ai présenté avant, sur ce qu'on appelle le ruissellement des finances au sein des chaînes de sous-traitance. C'est un chantier qu'on va pousser en particulier en 2025, s'assurer que l'argent qu'on met en haut est bien réparti dans toute la chaîne et permet aussi aux entreprises sous-traitants de rang 1, 2 ou 3 d'être financées correctement et suffisamment pour pouvoir aussi porter des efforts d'auto-investissement. L'effort RH, on s'en est emparé, bien que ce soit notre métier de départ, parce que c'est un des freins importants à nos entreprises pour se développer. On a mis en place un observatoire des métiers qui a rendu ses conclusions sur ce qu'on appelle les métiers en tension. 8 métiers sur 10 dans nos entreprises défense font partie des métiers en tension. C'est les soudeurs, les ajusteurs, les usineurs, certains métiers de contrôle par radiographie. Et on a complété ça par une enquête RH auprès de la base industrielle technologique de défense qui a permis de se rendre compte qu'il y a des emplois non occupés aujourd'hui. Vous avez probablement entendu le chiffre des 10 000 emplois. L'enquête a montré 3 000 emplois inoccupés, mais on avait un taux de réponse qui était un tiers de la BITD. Donc par extrapolation, on retombe sur ce chiffre de 10 000 emplois, de l'ordre de 10 000 emplois qui sont on va dire, à couvrir au sein de la BITD. Même logique, le constat c'est bien, mais l'action c'est mieux. On a mis en place à Euronaval une convention avec France Travail qui va mettre à notre disposition une partie de ses outils et faire du travail avec les entreprises de défense. En 2024, l'année dernière, on a organisé un e-forum de l'emploi. Pendant 15 jours, les 15 derniers jours de mars 2024, toutes les agences de France Travail ont organisé des rencontres de l'embauche pour les entreprises de défense. On a tiré le rétex de cette opération, on va l'améliorer. On va refaire la même chose en 2025, probablement au deuxième trimestre. Dernier point sur les RH, on travaille avec les régions. Dans la décentralisation, les régions ont une compétence importante sur la formation professionnelle. On est en train de travailler pour voir comment mettre en place des offres de formation, éventuellement des écoles des métiers, qui pourraient être cofinancées pour partie par des industriels et pour partie par les régions. Donc vous le voyez, une fois qu'on mesure les effets, on se donne les moyens d'avoir des outils pour répondre à ces enjeux. Dernier point, la cybersécurité. J'ai une équipe dédiée au sein de ma direction pour sensibiliser les PME et les pousser à se diagnostiquer, améliorer leur niveau de cybersécurité. On a réactivé un dispositif qu'on a rendu plus dynamique l'année dernière sur les diagnostics cyber, qui sont subventionnés à 50%. On en a fait sur les 8 derniers mois de l'année, on a fait 100 diagnostics cyber, ce qui est bien pour un nouveau dispositif, mais on va accélérer parce qu'on veut pousser ça plus fort. Et de la même manière, on met en place des outils pour aider les PME à résoudre les problèmes, pour s'équiper, je dirais, avec des moyens qu'on appelle de remédiation, donc des solutions, soit logicielles, soit d'organisation, où on va les subventionner aussi à hauteur de 50%. À savoir qu'on a créé un référentiel de maturité cyber
adapté aux PME, on va y aller par étapes. Et en parallèle, on a négocié des clauses d'achat avec les groupements de l'industrie de défense qui vont arriver dans les contrats DGA dès cette année. Les industriels de défense ont l'obligation de le cascader dans leur contrat de sous-traitance, ce qui va nous permettre de dire que ça devient finalement quelque chose d'obligatoire, d'aller se faire diagnostiquer. On fera une montée en puissance adaptée aux PME. On n'a aucun intérêt à leur mettre une pente trop raide si elles ne peuvent pas l'absorber. Pour autant, il faut les pousser à commencer à monter dans l'escalier. Sinon, c'est une charge, une contrainte. C'est jamais la priorité. Comme ça va devenir contractuel, ça va le devenir. Toutes ces actions, ça nous permet de nous assurer qu'on a un tissu industriel résilient contre des attaques extérieures, donc des menaces, des aléas économiques, qu'elles soient performantes en faisant bien et en faisant mieux encore demain. Et puis surtout de nous assurer qu'elles sont pérennes parce que la compétitivité, la qualité, la performance, c'est une des conditions aussi de la pérennité que je citais en premier tout à l'heure. Voilà un petit peu les gros enjeux, les gros axes qui s'ajoutent, je dirais, à tous les autres axes que vous connaissez déjà et qu'on mène dans le cadre du chantier économie de guerre et qu'on va évidemment poursuivre cette année. Et je suis prêt à répondre à quelques questions. Merci beaucoup. Et j'imagine que vous avez des questions. Alors, n'hésitez pas à vous présenter à chaque fois. Bonjour, Mathieu Rabéchaud, AFP. Ici, vous avez, pendant le Covid, la DGA avait mis en place une tour de contrôle pour juger la fragilité ou non des entreprises de défense. Ce boulot a été continué. Est-ce que vous avez des éléments sur le nombre d'entreprises qui seraient toujours en situation de fragilité, dont la pérennité est en danger? Et vous avez mentionné au début de votre intervention les PGE, la prolongation des PGE qui arrive à son terme. Est-ce que ça contribue à mettre en danger certaines entreprises de la BITD? Alors, donc la tour de contrôle, vous avez raison, qu'on avait mis en place pendant la période Covid. Déjà, effectivement, on le poursuit et en fait, maintenant, c'est inscrit dans les missions de ma direction, donc c'est un processus qui est pérennisé. Le premier constat, on n'a perdu aucune entreprise critique. Les fameuses 1000 entreprises que citait Madame la déléguée. Il faut comprendre qu'on reste dans un fonctionnement économique. Donc, je dirais, il y a des entreprises qui ont des difficultés, bien évidemment. Nous, ce qu'on regarde, c'est ce cercle des 1000. Elles sont stratégiques pour deux raisons. Soit elles ont une compétence ou une machine qui est un petit peu unique dans la fabrication de nos équipements, soit elles ont des compétences qu'on a mis longtemps à acquérir, parfois avec, au bout de 8 ans ou 10 ans d'études amont qu'on leur a financées. Celle-là, bien évidemment, c'est celle qu'on surveille comme la prunelle de nos yeux. Et je dirais, on n'en a perdu aucune. Il n'y en a aucune qui est dans une logique de fragilité. Sur les 4500 moins 1000, donc un peu plus de 3000 entreprises, bien évidemment, on les suit également parce que si vous avez un pépin sur un fournisseur, ça a des impacts qui peuvent être un surcoût, des délais. Pour autant, si elles ne sont pas dans la liste des 1000, c'est qu'elles sont substituables, c'est-à-dire qu'en général, il y a plusieurs fournisseurs. Donc là, on a une approche qui est plus économique aussi, qui est, est-ce que si on doit la substituer, ça crée un problème pour nous ? On n'est pas dans une logique interventionniste qui consisterait à dire qu'on va faire survivre les 4500 entreprises pour ad vitam aeternam, en particulier si certaines ne sont pas compétitives ou sont dans des situations qui ne sont pas gérables. Je dirais, ce n'est pas au ministère des Armées de faire survivre des entreprises qui sont économiquement non viables. Je dirais, d'autant plus que souvent elles sont duales avec une grosse partie d'activité civile. Donc vous avez quand même un certain nombre de problèmes. Bien évidemment, quand on a l'opportunité de les aider, on le fait. C'est la mission de ma direction. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de jusque-boutisme dans l'approche. La réalité économique s'impose aussi, je dirais, dans ce domaine-là. Oui, alors les PGE, on suit ça de près. On avait instillé une surveillance accrue de cette partie-là quand il y avait une incertitude à l'époque sur le fait que les PGE allaient être prolongés, même si on
On se doutait que ça allait être le cas. Donc là, on réactive ça. Il n'y a pas aujourd'hui d'entreprise. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur les axes financement BITD, que c'est un axe important de 2025. Vous avez des entreprises qui vont avoir potentiellement un problème de trésorerie, mais elles nous le remontent et on les suit de près. Et aujourd'hui, on est en train de chercher, de s'assurer qu'elles vont avoir les sources de financement qui vont bien. Voire, deuxième action, ce que je disais tout à l'heure, que dans le ruissellement des commandes, quand elles sont concernées, je dirais le financement tombe dans les bonnes cases pour aider les bonnes entreprises, celles qui ont des difficultés. Donc on a deux leviers à notre disposition. Ah ouais. Anne Oui. Boer, Les Échos. Vous avez parlé de... écoutez, oui, vous devez aider les tissus d'entreprise. Alors aujourd'hui, il y a quand même des soucis avec des entreprises apparemment importantes. À nouveau, Vancorex et Arkema. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu un mot sur cette actualité qui fait que peut-être que notre montée en puissance dans la poudre va être une grande glissade? Et puis, sur 142 dossiers examinés, vous dites que sur 57, vous faites des recommandations. Je n'ai pas bien compris comment ça se passe à Bercy. Ils vous montrent systématiquement les dossiers ou c'est une bagarre entre Bercy et le ministère des Armées à chaque fois? Alors, je commence par votre question générale et je viendrai sur Vancorex Arkema dans un deuxième temps, qui est un cas particulier. Sur les dossiers, c'est très simple. L'obligation de déposer pour un investisseur étranger un dossier est à Bercy, DG Trésor. Il n'y a pas de bataille, interministérielle. Je peux vous dire que les relations sont très bonnes entre mes équipes et la DG Trésor, avec la coordination régulière. Le principe est le suivant. L'investisseur étranger exprime son intention d'investir dans une entreprise française. Quand il y a une activité, quand il y a une part défense d'activité dans l'entreprise, la DG Trésor sollicite systématiquement mes équipes. Soit cette activité est critique ou importante, et on va se saisir du dossier. En général, ils vont nous sous-traiter la discussion avec l'investisseur étranger. Soit ça concerne que marginalement la défense, ou alors c'est un sous-traitant par Midis substituable, pas forcément d'éléments. Et donc, à peu près sur la moitié des dossiers que reçoit Bercy, ce que je disais tout à l'heure, à peu près la moitié arrive en traitement dans mes équipes. On se retrouve face aux investisseurs étrangers. Ça peut être cordial, ça peut être avec une nuée d'avocats, ça dépend un petit peu de l'investisseur. Les chiffres qu'on vous a donnés, que je citais tout à l'heure, 142 dossiers, donc c'est ce qu'on a traité. Quand on dit il y en a 57 et ce n'est pas avec des recommandations, c'est une lettre de condition. Quand on traite ces dossiers, on négocie des conditions avec l'investisseur étranger, le maintien des emplois en France, quel est le business plan, vous allez investir combien dans la boîte sur les années à venir, comment vous allez protéger la propriété intellectuelle. Éventuellement, on va mettre des boîtes noires sur certaines parties en disant à l'investisseur, est-ce que vous acceptez d'avoir pas de visibilité sur cette partie de l'entreprise que vous achetez? Et ça finit dans ce qu'on appelle une lettre de condition. Ce n'est pas une recom, c'est un papier que l'investisseur signe avec l'État, qu'il engage, et qui est soumis à des sanctions dans le code monétaire et financier. Donc en cas de non-application, le ministre de l'économie a un pouvoir de justice. Il peut mettre en demeure immédiatement l'entreprise. Il y a des pénalités financières par jour de non-respect. Donc en général, on arrive assez rapidement à sortir de ces cas-là. Et donc, l'illustration que je faisais, c'est que sur les 142 dossiers qu'on a traités l'année dernière, 57 sont arrivés dans la case avec l'aide de condition telle que je viens de l'expliquer, donc qui engage l'investisseur étranger. Et puis les autres ont donné lieu, après investigation, au fait qu'il n'y avait pas la nécessité de mettre en place une telle lettre de condition, parce que l'entreprise est moins critique, parce que dans les discussions, je dirais, l'investisseur étranger peut être sous des seuils qui font qu'en fait, il n'a pas un contrôle réel sur l'entreprise. Et donc, le but n'est pas de faire fuir les investisseurs. Par contre, nous, on cherche à faire fuir les prédateurs. Et donc, dans ces cycles de discussion, au bout d'un, 2 ou 3 tours, moi, je peux vous dire, pour en avoir mené sur certaines à mon niveau, les prédateurs, quand ils commencent à voir qu'il va falloir s'engager à mettre de l'argent,
qui ne peuvent pas découper par appartement, que pour revendre, il faudra demander l'accord de l'État. Donc la sortie est compliquée. Je peux vous dire qu'au bout d'un ou deux tours, ils sortent des négos. Et donc c'est une espèce de tamis, si vous voulez, pour garder les investisseurs. Et nous, un investisseur étranger, j'ai souvent dit que l'argent n'a pas de couleur. Ils sont les bienvenus. Tout est une question de contrôle sur l'entreprise et nous, on s'assure qu'on garde le contrôle. Sur le cas particulier que vous citiez de Vancorex Arkema, c'est un sujet... Excusez-moi, juste avant que vous passiez au cas particulier, ça veut dire qu'il y a 57 lettres d'intention, je sais plus comment, directives sur, vous avez dit 142 sociétés qui étaient elles-mêmes la moitié d'à peu près 300 dossiers traités par Bercy. Ma question, c'est juste, est-ce que pour vous, c'est un indicateur qui a un intérêt particulier pour des entreprises sensibles? Est-ce que c'est en augmentation? Parce que c'est comme d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? La moitié des dossiers qui passent à la DGA, pour moi, ça me paraît beaucoup, quoi. Alors, moi, je vais vous dire deux choses. Le nombre de dossiers global est en augmentation. Si je vais 5 ans en arrière, le nombre d'investissements étrangers en France, c'est à peu près x3. Donc, globalement, il y a plus d'investisseurs étrangers qui ont envie de venir investir en France. Ça, en tant que tel, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est je dirais une démonstration de l'attractivité pour différentes raisons, qui peut être économique, mais bien souvent technologique, de venir investir chez nous. Le chiffre, la moitié sont dans des entreprises avec une activité défense. Il est en légère augmentation, mais honnêtement, ça a souvent été le cas parce qu'en fait, les entreprises technologiques, elles ont souvent un rapport en lien avec nous. Pour autant, c'est quand même une proportion qui augmente un peu, donc qui nous a obligés un petit peu à augmenter on va dire les effectifs pour traiter ces sujets-là. Et puis le dernier indicateur, qui est le 57 sur 142, c'est un indicateur qu'on utilise nous en fait aussi en discussion avec les investisseurs étrangers eux-mêmes pour leur montrer que non, la défense, n'est pas spécialement plus compliqué que d'autres domaines stratégiques où vous avez le même mécanisme dans l'autre moitié des dossiers qui ne concernent pas la défense. Ce n'est pas parce que vous rentrez chez nous que vous sortez immédiatement avec une lettre de condition qui vous est accrochée. Non, on peut investir dans les entreprises de défense de façon sereine. Par contre, oui, il y a des contrôles, mais ce n'est pas différent de ce que font les États-Unis ou les Anglais notamment, qui ont la même législation, le même type que ce qu'on fait chez nous. Donc sur cette partie-là. Donc c'est à ça que servent ces indicateurs pour nous, concrètement. Sur Vancorex Arkema, oui, c'est un sujet évidemment qu'on suit de près, avec les partenaires de Bercy, donc la DGE, Direction Générale des Entreprises, et puis la Direction interministérielle des restructurations d'entreprises, la DIR. Donc on est en contact, moi j'ai des équipes qui sont en contact quasi quotidien en ce moment sur le sujet. Deux choses, pourquoi on ne prend pas la main? Il faut se rendre compte que l'activité défense, c'est à peu près, allez, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires d'Arkema. Voilà. Pour autant, ce n'est pas une question de pourcentage. On est quand même dans les discussions parce que les quelques pourcents nous intéressent. Donc on se branche quand même sur le dispositif. Mais dans l'idée de construire un scénario de sauvegarde, de reprise de tous les leviers possibles qui sont à mettre en œuvre, je dirais, ce n'est pas le Minarm qui va porter une solution aux plus de 95% du chiffre d'affaires qui ne sont pas concernés par nous. Donc c'est normal que ça soit Bercy qui pilote. On est bien dans les valises de Bercy, on travaille sur le sujet. Et il y a plusieurs options sur la table qui peuvent être de la sauvegarde, voire du multisourcing. On est en train de regarder aussi ça, qui peuvent permettre... alors pas avec les mêmes impacts dans telle ou telle région, mais qui peuvent en tout cas permettre de sauvegarder nos intérêts. Et ça, bien évidemment, on le discute dans le cadre de la procédure avec Bercy. Vancorex, nous, on le voit, en fait, c'est le sous-traitant d'Arkema dans la chaîne qui nous intéresse. Et on regarde les deux, pour nous, c'est le même dossier. Vancorex Arkema, on est en train de regarder tout ça ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est la chaîne de production du composé chimique dont on a besoin. Bonjour, Laura Kaeli, Politico. Vous avez évoqué 10 stratégies thématiques, notamment sur les drones navals. Est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples? Merci.
Écoutez, donc j'ai cité tout à l'heure l'impression 3D, je pense que ça va sortir très bientôt, donc ça va être un des premiers de l'année. L'impression 3D, c'est un moyen de faire de la production, différemment, et deux, ça permet d'étendre la largeur de production de nos entreprises. Vous avez une capacité de production dans certaines filières qui sont en gros liées à ce que peuvent sortir les fonderies, les forges, pour produire des pièces. Pour les grosses pièces avec beaucoup d'efforts, il n'y a pas d'autre alternative, ça passera par là. Pour des pièces avec un peu moins d'efforts, on est en train de se dire s'il faut accélérer et produire plus, est-ce qu'il y a une partie des flux qui passaient par là qu'on peut faire d'une autre façon? Et donc on s'intéresse à cette partie-là. L'autre sujet là-dessus, c'est que pour le maintien en conditions opérationnelles, ça s'intéresse plus directement les armées et les structures de soutien des armées. C'est un moyen différent de pouvoir faire des réparations en imprimant des pièces, je dirais, au plus près du terrain. Par contre, il y a une logique de modèle économique à définir. Donc ça, c'est un exemple. Votre question, c'était d'avoir d'autres, mais c'était pour dire qu'est-ce qu'on trouve dans ce type de papier. C'est dire comment on va essayer de gérer ce sujet-là. On va produire des choses sur le naval, je l'ai dit. On va produire quelque chose sur les sujets des nanosatellites. Où là, la question... alors, on ne fait pas une stratégie industrielle du Minarme. Ce n'est pas les nanosatellites, sa vie, son œuvre. Hein. On essaye de répondre à une question précise. Là, la question, c'est... dans le fourmillement des offres du New Space qu'on suit avec grand intérêt, est-ce que c'est le moment d'intervenir pour nous pour structurer une filière ou c'est trop tôt? Vous voyez, il y a une logique économique, hein, je disais tout à l'heure. Ma direction, j'ai des gens qui sont rompus à l'exercice économique. On n'est pas dans une économie dirigée. Et là, la question pour nous, c'est de se dire, au vu de l'avancement des différentes choses et du pouls qu'on sent de l'évolution du secteur, doit-on y aller? Oui, non. Donc ça, c'est la question à laquelle on essaiera de répondre. Et puis après, je dirais, il y aura d'autres sujets autour des munitions. On va sortir quelque chose autour des munitions aussi. Voilà. Et puis les autres, je préfère garder la primeur. On les délivrera. Je fais le teasing avec quelques-uns, mais on les délivrera au fur et à mesure. Je crois que vous avez des contraintes d'agenda, mais est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Oui, merci. Oui, bonjour, Aude Leroy, indépendante. Vous avez mentionné des correspondants défense au sein des établissements bancaires. Concrètement, il y en a combien? Et vous avez dit que quelques banques se mettaient à jouer le jeu dans les mots. Quelles sont-elles? Donc les référents bancaires, aujourd'hui, on en a dans les 7 groupements bancaires principaux, et puis on a un correspondant à la Fédération des banques françaises, donc qui est au niveau chapeau. Alors quand on dit groupement, par exemple, Banque Postale, Caisse d'Épargne, vous savez que c'est regroupé, c'est 2 réseaux bancaires, mais c'est un seul groupement. Donc les 7 référents ne couvrent pas 7 banques, mais un ensemble de réseaux de banques. Donc avec ça, on couvre le tissu la plupart des banques qui sont les partenaires de nos entreprises. Donc je dirais on est plutôt assez couvrant là-dessus. Les banques qui jouent bien le jeu, alors je ne vais pas faire du name and shame, je vais plutôt citer... Oui, mais je préfère citer les bons que citer les mauvais. Donc effectivement, ceux avec qui ça se passe bien, justement, la Banque Postale Caisse d'Épargne, c'est une banque qui est en train de pivoter. Et il y en a quelques autres, et celles où ça prend un peu plus de temps, on attendra qu'elles aient pivoté pour faire l'annonce. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de contexte sur le sommet financement? On avait dit que c'était un sommet parce que, bon, il y a le problème du crédit, mais il y a surtout le problème du capital. Vous deviez sortir une étude, je crois, sur le manque de capitaux des entreprises françaises. Et vous nous avez montré un chiffre là qui est un investissement de 139 millions d'euros. Bon, je crois que c'est juste ce qu'a fait Definvest. Ils font Complètement. Donc voilà, donc c'est une goutte d'eau quoi, par rapport aux besoins. Alors, et effectivement, si il faut, comme les discussions, monter en production, il faut donc investir beaucoup plus que ce qu'on a fait depuis longtemps. Où est-ce qu'on va trouver les capitaux quoi? Donc, en réponse à votre question, Madame Bauer,
ce qu'on va organiser en mars, qui va être un événement au profit des investisseurs, hein, en premier lieu. Donc, le but, c'est les deux ministres vont s'adresser aux investisseurs qu'on fera venir, avec un certain nombre de partenaires institutionnels nationaux et pas que, dans ce qu'on est en train de construire. Ça permettra de leur adresser un certain nombre de messages. Alors, effectivement, le chiffre qui était indiqué, c'est les engagements qu'il y a eu par Definvest et le Fonds Innovation de Défense, mais qui sont, comme vous le savez, des outils d'intervention dans des phases assez amont des entreprises. Donc, c'est des petits tickets. Et donc, ce n'est pas le besoin de financement qui correspond à l'augmentation et la croissance de production. Pour autant, on a commencé à créer des fonds, enfin à créer un réseau relationnel avec des fonds d'investissement qu'on référence, qui ont levé la main pour donner leur intérêt pour le secteur défense. Alors certains sont déjà lancés, que vous connaissez, le fonds Wimbert Capital par exemple, les Defense Angels qui ont fait quelque chose de regroupé. Ça, ce sont des gens qu'on a vus en amont, avant qu'ils se lancent, qui sont venus chercher de l'information de type investisseur, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est compliqué, donc nous on leur transmet des infos. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plusieurs dizaines de fonds aujourd'hui qui sont référencés et plus. Oui, et donc qui, je pense, attendent les annonces du mois de mars pour voir s'ils se lancent ou pas. Et donc, en amont, on a créé le terrain, ou le terreau, je ne sais pas comment on va dire, qui va permettre d'enclencher derrière avec déjà des partenaires qui sont pré-identifiés comme ayant envie d'y aller. Et donc, je pense que les messages qui vont être délivrés en mars vont être importants, parce que ça va être le déclencheur idéalement pour tous, mais j'espère pour une partie d'entre eux au moins, pour dire on a le bon signal, on y va. Donc, et je pense que c'est comme ça qu'on trouvera les capitaux. Et l'action qu'on fait auprès des banques, j'insiste sur les politiques d'exclusion, elle est importante pour les prêts, pour les capacités d'emprunt. Donc vous le voyez, on joue sur le capitalistique, les levées de fonds d'un côté, mais aussi sur les problèmes de trésorerie via l'emprunt et le ruissellement des paiements. Merci beaucoup. Nous allons continuer maintenant avec le point sur les opérations militaires françaises, avec le colonel Guillaume Vernet. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce tour d'horizon des opérations avec la zone Europe où, comme vous allez le voir, du cercle arctique à la Méditerranée, l'ensemble des nations de l'OTAN veillent au quotidien à la sécurité du territoire et des populations de l'Alliance. En mer Baltique, tout d'abord, l'OTAN poursuit l'opération de surveillance maritime Baltic Sentry pour dissuader toute menace sur les infrastructures sous-marines et stratégiques en mer Baltique. Cette activité multidomaine, qualifiée de Enhanced Vigilance Activity, EVA, est une réponse aux dommages subis par les câbles sous-marins reliant l'Estonie et la Finlande le 25 décembre dernier. Il fait suite à une déclaration de solidarité des Alliés avec ces deux pays le 30 décembre. À ce stade, les armées françaises engagent le chasseur de mines tripartite Croix du Sud au sein d'un task group de l'OTAN de guerre des mines, le SNM CMG1, ainsi qu'un avion de patrouille maritime de type Atlantique 2 au sein de cette opération. La semaine dernière, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier, un Atlantique 2 de la Marine nationale a été déployé en mer Baltique afin d'effectuer un vol de surveillance dans les eaux internationales. L'Atlantique 2 a fait l'objet d'une tentative d'intimidation par les forces russes, à savoir du brouillage et une désignation par un radar russe. Et cet acte ne l'a pas entravé dans sa mission, qui s'est poursuivie conformément aux objectifs fixés. Les forces de l'OTAN font preuve de professionnalisme et, face à des provocations, agissent toujours de manière à permettre la désescalade. On passe à l'Estonie maintenant, où les éléments français du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique maintiennent leur posture opérationnelle permanente. Cette semaine, le bataillon a réalisé un exercice avec ses unités logistiques. Élément clé de tout déploiement, la manœuvre logistique du combat terrestre permet de maintenir au plus haut niveau le potentiel de combat d'une unité de l'avant. Ce partage de savoir-faire entre logisticiens estoniens, britanniques, américains et français assure la cohérence des unités de l'Alliance dans ce domaine. On passe en Lituanie, où le déploiement de 4 Rafales dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing EAP de l'OTAN se poursuit sur la base aérienne de Siolai, dans le cadre de la protection aérienne des pays baltes. Le 17 janvier,
le détachement français a réalisé 2 interceptions d'avions russes qui ne se conformaient pas aux réglementations aériennes internationales. Une patrouille de Rafale a d'abord intercepté un Ilyushin 20 en mer Baltique, au large de la Lituanie. Et au cours du même vol, ils ont ensuite effectué une intervention pour identifier un Ilyushin 76 en vol au large de l'Estonie. Les armées françaises sont résolument engagées pour la protection de l'espace aérien de l'OTAN, malgré la recrudescence de menaces hybrides. On passe en Roumanie, où du 13 au 16 janvier, les militaires du bataillon multinational de l'OTAN, sous commandement français, ont conduit une manœuvre à tir réel qui s'appelle Eagle Thunder. Cette collaboration étroite entre nations alliées montre la détermination de l'Alliance à protéger et défendre notre flanc Est. Passons à la Méditerranée. Donc depuis le 20 janvier, le patrouilleur de haute mer commandant Biro et le chasseur de mines tripartite Capricorne ont débuté leur déploiement en Méditerranée. Ils intégreront respectivement le groupe maritime permanent de l'OTAN SNMG2 ainsi que le groupe permanent de lutte contre les mines de l'OTAN SNM CMG2. Ces 2 unités françaises vont mener des patrouilles aux côtés de leurs alliés de l'OTAN et ainsi contribuer à la posture permanente et réactive de l'Alliance dans la zone. Toujours en Méditerranée, mais maintenant Méditerranée orientale, une frégate est toujours déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation de situation autonome de la France dans cette région. Et au Liban, la France poursuit aussi sa participation au sein du mécanisme de surveillance de cessation des hostilités et elle travaille au profit de la paix et de la stabilité dans cette région. Cette semaine, les généraux Jeffers et Ponchin, américains et français, donc, ont pu constater le redéploiement en cours des forces armées libanaises, les FAL. De plus, au cours de la semaine dernière, les soldats français intégrés à la Force Commander Reserve, la FCR de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, ont mené l'opération Blue Cedar 2 avec une vingtaine de patrouilles dans la zone d'opération. L'opération Blue Cedar 2 avait pour objectif de maintenir la liberté de mouvement de la FINUL et soutenir le redéploiement des forces armées libanaises dans la zone. La FCR a ainsi mené des missions de reconnaissance qui ont permis de vérifier l'état et la dépollution, donc les objets explosifs non explosés, ce qu'on appelle les UXO, des infrastructures FAL dans le sud Liban. On passe maintenant en mer, où la frégate française déployée en mer Rouge a continué cette semaine ses accompagnements de navires civils dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden dans le cadre de l'opération européenne Aspides. La France engage en permanence des moyens militaires dans cette zone afin de faire respecter le droit international, de contribuer à la sûreté maritime, garantir la liberté de navigation de Suez à Ormuz et d'assurer le sauvetage de vies humaines. Passons maintenant à l'Afrique. Tout d'abord au Gabon, les activités de coopération opérationnelle des éléments français au Gabon avec les forces armées gabonaises se poursuivent et correspondent aux besoins exprimés par le partenaire. Ainsi, du 13 au 28 janvier, un entraînement conjoint dans le domaine des troupes aéroportées, TAP, se déroule entre les troupes aéroportées des forces armées gabonaises et les militaires français. Passons maintenant au Tchad, où le retrait se poursuit dans le respect du calendrier établi conjointement avec les autorités tchadiennes. Un petit peu plus loin, en Indo-Pacifique, parlons un peu de Mayotte, où les missions d'assistance suite au passage du cyclone Chido se poursuivent. Ce sont plus de 1500 militaires qui sont toujours engagés au plus proche de la population mahoraise. Un peu plus dans l'Indo-Pacifique, depuis le 16 janvier, le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle participe à l'exercice La Pérouse 25, organisé par la France aux côtés de 9 nations riveraines de l'Indo-Pacifique que sont l'Australie, le Canada, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Royaume-Uni et Singapour. Cet exercice multinational vise à renforcer la coopération avec les partenaires régionaux afin de promouvoir un espace indo-pacifique libre, sûr et ouvert. Le 21 janvier, 3 Rafales marines ont été déployés à plus de 1000 nautiques, ça fait un peu plus de 1850 km de distance depuis le porte-avions vers la base aérienne de Darwin dans le cadre de l'exercice Rastaban avec la Royal Australian Air Force. Les entraînements au combat aérien entre les Rafales de la Marine nationale et les F-35 de la RAF permettent la coopération
et l'interopérabilité avec le partenaire australien. Passons maintenant à la Polynésie française, où depuis le 6 janvier, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville est déployé en mission Pacifique Aito dans les îles Tuamotu. Ce déploiement a pour objectif d'affirmer la présence française dans la zone, cette zone de responsabilité permanente, d'effectuer des patrouilles de police des pêches, tout en renforçant le lien armée-nation. En parallèle, le 21 janvier, le remorqueur côtier Manini a rejoint les îles Tuamotu afin d'y mener une mission de surveillance maritime. Passons à l'arc Antilles-Guyane. D'abord en Guyane, les patrouilles en forêt des forces armées guyanaises, les forces armées en Guyane, se poursuivent depuis les emprises militaires. Par ailleurs, les FAG ont aussi mené cette semaine une patrouille conjointe avec le parc amazonien de Guyane. Ces deux entités collaborent régulièrement et leur coopération témoigne de l'action interministérielle que nécessite la lutte contre l'orpaillage illégal ainsi que la préservation de l'environnement. Et on passe dans la zone Caraïbe où le vendredi 10 janvier, le patrouilleur anti-Guyane, PAG, la Confiance, agissant sous contrôle opérationnel des forces armées aux Antilles, les FAA, a réalisé une saisie de plus de 9 tonnes de produits stupéfiants sur un navire de commerce naviguant en haute mer à 700 nautiques, donc un peu plus de 1300 km au large de la Martinique. Cette nouvelle intervention constitue la première saisie de stupéfiants des forces armées aux Antilles de l'année 2025, après une année 2024 qui aura vu la saisie de plus de 28 tonnes de produits stupéfiants dans la zone Antilles. De son côté, depuis le 14 janvier, la frégate de surveillance Germinal, déployée en mission de lutte contre le narcotrafic Caraïbes Royal, poursuit sa patrouille dans le nord de l'arc antillais après avoir effectué une escale à Sint-Maarten, les Pays-Bas. Ce type d'opération, menée régulièrement par les FAA, contribue à la stabilité régionale et à la protection des populations contre les trafics illicites. Voilà, ceci conclut ce point de situation et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour colonel, Mathieu Rabéchaud, AFP. À propos de l'interception d'Ilyushin en mer Baltique et au large de l'Estonie, il y a quelques semaines, des F-35 néerlandais avaient intercepté aussi, je crois, des avions dans le cadre de leur mission au-dessus des pays baltes. Est-ce qu'il vous serait possible de qualifier un petit peu la fréquence de ce genre d'interception? On croit comprendre que si ce n'est quotidien, en tout cas, c'est assez fréquent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, effectivement, c'est des événements qui ne sont pas extraordinaires et qui arrivent régulièrement. La raison pour laquelle l'OTAN a déployé un certain nombre de missions, dans l'ordre, il y a eu d'abord Baltic Air Policing, avant 2014, qui constitue à fournir à ces pays de l'arc polo-balte une défense aérienne, puisqu'ils en manquaient. Et ensuite, il y a eu des missions de réassurance après 2014 qui permettent de mettre un clic supérieur avec un peu plus de missions. Cette réponse était nécessaire puisque, effectivement, ne disposant pas de capacité de défense aérienne, il fallait avoir des avions de combat qui permettaient de défendre leur espace aérien. On considère aujourd'hui que la fréquence n'est pas... il n'y a pas de tendance haussière. En revanche, effectivement, les médias, on remarque, s'y intéressent beaucoup plus, compte tenu des tensions dans cette zone. Mais on ne peut pas dire que tout ceci soit une nouveauté. Et c'est bien la raison pour laquelle ces missions permanentes de l'OTAN ont été créées. La France y participe de façon régulière, donc ça soit en Estonie ou en Lituanie. Éric Biegala, Radio France. Sur la surveillance le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Liban, on est à quelques jours en fait de l'échéance qui avait été envisagée pour que les forces de défense d'Israël évacuent le sud Liban, pour que le Hezbollah sorte complètement repasse au nord du Litani, sorte de la zone, pour que les forces armées libanaises se positionnent en lieu et place et qu'elles aient démantelé ou détruit une bonne partie des matériels qui pouvaient encore se trouver sur place. Où est-ce qu'on en est là actuellement de
ce mécanisme de surveillance, est-ce que vous constatez, est-ce que vous pouvez apprécier l'état on va dire de mise en œuvre de ce cessez-le-feu? Alors ce mécanisme de surveillance arrive effectivement à proximité de la date du 26, qui est la date annoncée de fin de la trêve. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a permis, en s'appuyant sur les mécanismes existants, de constater un certain nombre de choses, et notamment un démantèlement plus important d'installations armées non autorisées. Et ce constat est plutôt une bonne chose dans la région, qui est une zone d'une instabilité chronique. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal pour imaginer la suite des opérations. En tout cas, les forces armées françaises ont démontré leur investissement dans la zone. Je le rappelle, à travers la FCR, nous sommes proches des forces armées libanaises à travers ça, mais aussi à travers des campagnes de partenariat avec les FAL, et notre participation au mécanisme de surveillance est également une des preuves de cet investissement français. Du Hezbollah et des forces israéliennes, on est toujours au même point où ça a un petit peu avancé, et ils ont bougé, ils se sont implantés? Il y a effectivement une avancée, puisque vous avez pu constater que le mécanisme a permis des réarticulations, donc certains endroits, effectivement, la réduction des tensions qui a permis aux forces de défense israéliennes de reculer, des positions reprises ensuite par les FAL, permis plus avant avoir des démantèlements de systèmes d'armes non autorisées. Maintenant, vous savez que la charge est considérable. En 60 jours, on peut pas arriver à réduire quelque chose qui date depuis des années, voire dizaines d'années dans cette zone relativement instable. Oui, dans vos graphiques, il y avait quelques pastilles sur le Mirage 2000-5. Je voulais savoir où est-ce qu'on en était. Des formations, du transfert de ces avions. Enfin, voilà. J'ai l'impression que ça devient une arlésienne, non? Alors, le sujet des formations, donc, c'est un ensemble continu de formations. Vous savez que nous avons commencé par former des pilotes sur Alpha Jet. La France est engagée d'aller plus avant. Donc, ce sont les propos du président de la République avec la dotation de Mirage 2000-5 et qui a été confirmée. La date en elle-même, ce n'est pas à moi de vous la dévoiler. Les formations avancent. Le volume de personnel sera annoncé lorsque les formations seront terminées. L'investissement français dans ce domaine permet surtout à former des pilotes à pouvoir défendre leur pays et leurs intérêts dans un certain nombre de domaines de haute intensité. Tout cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut bien comprendre que l'Ukraine fait face à un ennemi déterminé, et donc la formation que nous fournissons nécessite un temps qui est fixe. Alors, attendez, excusez-moi. Si vous complétez votre question, il faut prendre le micro, parce qu'il y a des personnes qui sont connectées en audio. Il n'y a rien de mal dans ma question. Hein. Je veux dire, du coup, on a rallongé la durée de la formation par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Les échéances qui avaient été données sont des échéances indicatives. Il faut effectivement se rendre compte que les contraintes ne sont pas uniquement les contraintes des armées françaises, mais bien celles aussi des Ukrainiens pour pouvoir mettre à disposition. Et dans cette formation, on ne fait pas que former des pilotes. Il faut aussi former les mécaniciens, puisque la maintenance d'un avion de ce type-là ne s'apprend pas non plus en un claquement de doigts. Si c'était le cas, de nombreux pays auraient une armée de l'air puissante, et je crois que ça reste le cas
veux pas dire... oui, on reste une vingtaine d'armées de l'air puissantes dans le monde, c'est pas pour rien. Juste un complément à la question d'Anne, il y a l'aspect formation des pilotes, mais il y a aussi un aspect modification des Mirages qui vont être cédés à l'Ukraine pour effectuer des missions air-sol. Est-ce que là, ça suit le même calendrier? Est-ce que c'est déjà... autrement dit, est-ce que les Mirages sont déjà prêts? Alors, on s'éloigne un petit peu du domaine des opérations, ce n'est pas mes prérogatives. Je pense qu'il faudrait adresser cette question à la DGA et à l'industriel. Je suis désolé. S'il n'y a plus de questions, ceci va clôturer ce point presse. Merci beaucoup, colonel. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et fin de semaine. Et on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour le prochain point presse.